contaminés par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Madame, Messieurs, bonne célébration de l'indépendance chez vous et surtout, bienvenue à ce grand rendez-vous d'actualité. L'explosion de joie, voilà comment la population de l'avenue Okito dans la cité Manika a accueilli le rétablissement le lundi 29 juin de l'éclairage public autrefois désinstallé pour une faible alimentation du courant électrique. Passion Kabamba. Des ras-le-bol en ras-le-bol, voilà l'image que représente l'avenue Okito pendant la journée et dans la soirée. C'est une lumière qui arpente cette artère. Autrefois, l'éclairage jugé très insuffisant par la population. Et voilà, les coûts a été recadré une fois pour toutes. Les lampes qui étaient là, c'était des lampes de faible puissance. Maintenant, nous avons mis des lampes de forte puissance pour répondre aux besoins de l'éclairage. Nous sommes en train de mettre des lampes d'une grande puissance par rapport à celles qu'il y avait pour bien éclairer la voie, surtout pendant la nuit. L'obscurité, l'un des facteurs qui favorise l'insécurité dans cette partie de la ville. Ces poteaux lampadaires viennent redonner de l'espoir aux habitants de Monjan Okito. Certes, qu'on s'est labouré par rapport à cet éclairage public, et voilà que ça prouve que nos autorités aussi écoutent souvent le cri de la population. Aujourd'hui, on vient d'échanger, c'est pourquoi nous disons merci et bravo à notre bourgmestre de la commune de Manika, qui continue toujours dans cette même lancée. Pour Franck Maolakafioto, bourgmestre de la commune de Manika, ces projets d'éclairage public vont s'étendre dans toute sa juridiction. En fait, c'est appliquer la politique que nous nous sommes fixés. Je vous ai dit que nous nous alignons sur la politique du gouvernement provincial et nous ne pouvons qu'aller de l'avant et répondre aux attentes de la population. Je pense, puisque le programme est en train de s'élargir, nous allons l'étendre dans plusieurs quartiers et sur plusieurs avenues. Signalons que ces lampadaires sont raccordés au courant électrique et certains s'imaginent quel sera l'essor de l'avenue Okito en pleine coupure du courant électrique. Parlons à présent du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo ce mardi 30 juin. L'occasion de retracer 6 décennies de l'histoire est offerte. Le Lualaba étant une province pilote, quel défi restait-il encore à relever sur la responsabilité sociétale des entreprises ? 60 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, le Lualaba étant une province minière riche et qui regorge plusieurs entreprises minières, quel apport de toutes ces entreprises sur le plan sociétal? De partout, on entend parler de la délocalisation, indemnisation et pauvreté. Il y a peu, les agriculteurs de Lulu ont pris d'assaut l'hôtel du gouvernement provincial réclamant leur champ pris par une entreprise de la place. Encore les habitants du village Mokumbi continuent toujours à revendiquer leur indemnisation, délocalisée depuis 2016. Face à tout cela, certains Lualabais ont eu des justes mots pour définir l'indépendance. Elle dit, on devrait bien fêter notre indépendance aujourd'hui. Fort malheureusement, nous, les villageois de Mukumbi, nous ne trouvons même pas l'importance de l'indépendance. Et nous aimerions bien ressusciter Lumumba et qu'il vienne plaider pour nous. Si on savait où se trouvait sa tombe, on devrait aller. Voilà, aujourd'hui, nous n'avons même pas une parcelle, pas même un champ, encore moins l'hôpital. Et nous vivons comme des oiseaux sans adresse. Tous unis comme un seul homme, ils ne veulent qu'une seule chose:
Nous lançons un message à toutes les autorités de la province. Nous, les villageois de Mukumbi, nous retournons chez nous, dans notre village natal, dans la terre de nos ancêtres. Nous disons juste à la police et à l'armée, eux qui sont censés de nous sécuriser, s'ils apprennent que nous sommes rentrés dans notre village natal, qu'ils viennent juste nous sécuriser. Pour élever les défis de la réduction du paradoxe entre richesse énorme et la pauvreté, le gouvernement provincial du Lualaba doit s'engager à travailler dur. S'agissant du social des Congolais qui est toujours au rabais 60 ans après l'accession du pays à la souveraineté nationale, que faire pour changer la donne? Pascal Mpanga dans ce dossier. Pas d'eau potable, pas de courant électrique, pas d'infrastructure viable. C'est une vie sociale misérable qui traverse la majorité des Congolais 60 ans après l'indépendance. Selon Nicodème Kazadi de l'ECD, la responsabilité incombe aux politiques, caractérisée pour la plupart par l'égoïsme au lieu du bien-être de la population. Aujourd'hui, on crée des lotissements, on crée des nouveaux quartiers. Allez-y. Merci. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, ce n'est pas urbanisé. Est-ce que vous allez dire que c'est ça l'évolution? Non. Abordant dans le même sens, l'économiste Rudolf Bondomeki estime que le social du Congolais s'est empiré par manque des scientifiques technocrates à la tête des instances décisionnelles. Vous devez voir que tous ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui et les politiques ne regardent pas les scientifiques avec l'œil. Un infirmier, ministre de l'économie, et vous voulez plaindre. C'est ça la politique. Et alors quand on leur dit que prenez de la technocratie dans les centres universitaires, dans les milieux de recherche, mettez un ministre qui n'est pas de la politique, qui n'est pas d'un parti politique, mais qui n'a que de la compétence, mettez-le là-bas. Mais ils ne peuvent pas. Point de vue non partagé par Momo Moulapou. Pour ces cadres du PPRD, même les scientifiques ont échoué. La solution du développement du Congo réside dans les changements de mentalité du Congolais. La première des choses, c'est que l'on arrête le messianisme. Il n'y a pas un politicien messie lequel va venir résoudre les problèmes des Congolais. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que nous devons croire plutôt à la capacité, nous tous, de fédérer autour de nous des petites énergies, lesquelles vont s'agrandir et devenir des forces qui font exploser l'économie de ce pays. Parce qu'en fait, ici, on parle beaucoup plus de politique, mais alors que l'œil est sur l'économie. Même analyse pour Crispin Salomou de l'INC. Pour ce cadre de la coalition au pouvoir, le tribalisme est l'une des antivaleurs qui empêche l'amélioration du social du Congolais. Nous devons mettre fin aux antivaleurs. Deuxièmement, nous devons cultiver le patriotisme. Et si nous sommes liés par la patrie et que chacun individuellement se décide d'apporter sa pierre pour que ce pays se développe, nous allons y arriver. Certes, 60 ans après l'indépendance, beaucoup reste à faire pour améliorer les sociales du Congolais qui vit avec moins d'$1 par jour. Et puis, dans le souci de lutter tant soit peu contre les embouteillages, le gouverneur Richard Mouyège a, ce mardi 30 juin 2020, inauguré les ponts qui relient le centre-ville de Kolwezi au quartier Mutoshi, baptisé par le gouverneur pont de l'alternance. Cette voie a été à l'honneur en ce jour de 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ben Mouland pour le reportage. C'est un pont qui enjambe la voie ferrée Kolwezi-Dilolo à 2 bandes jumelles, baptisé pont de l'alternance, qui s'étend sur 375 mètres avec une capacité de supporter des 100 tonnes. C'est l'un des grands chantiers initiés par le gouvernement provincial dans le but de supplanter les bouchons observés sur cet axe, compris comme les goulots d'entranglement de la circulation routière dans la ville. Ce chef-d'œuvre est sorti des terres après 8 mois des travaux exécutés par l'entreprise Malta Forest. La cérémonie d'inauguration est solennelle. Avant tout,
Surtout, les ponts reçoit un coup de bénédiction du Monseigneur Nestor Ngoïkatawa pour donner les temps au ministre provincial des UTPR Norbert Mbangu Mwangal de monter du haut de la tribune afin de décrire les circonstances dans lesquelles ce tunnel a été dédoublé. Suivra alors les mots du représentant de l'entreprise commise aux travaux qui à son tour est venu donner les caractéristiques techniques de l'ouvrage. 30 juin, date mythique de la République démocratique du Congo, le gouverneur Richard Mouyej fait un discours politique pour immortaliser l'alternance au sommet de l'État. Ce pont nous invite tous, sans nul doute, à consolider la dite alternance politique et à soutenir la bonne marche des institutions de la République afin d'éviter les crises qui risqueraient de paralyser les dites institutions du pays. Un appel d'apaisement aux structures de base contribuerait à la pacification des esprits surchauffés des uns et des autres, mettant fin aux agitations constatées ces derniers temps. Ensuite, aux côtés du vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, les gouverneurs coupent les rubans symboliques, signe de l'inauguration du pont. La population en effervescence totale se mêle à la fête. Dans la foulée, un peintre dédie un portrait au bâtisseur Richard Mouyej. Une satisfaction dans les camps des premiers bénéficiaires de l'ouvrage. Nous ne pouvons qu'encourager son Excellence, Monsieur le gouverneur Richard Mouyej pour tout ce qu'il est en train de faire pour la province pilote du Lualaba. Financé sur fonds propres de la province, le coût global des travaux est évalué à 2 260 541 $ américains en dehors de l'éclairage et la signalisation. Ces travaux ont été lancés au mois d'octobre 2019. Ainsi, la circulation pourrait devenir fluide. Et ce 30 juin 2020, le Front congolais vient de totaliser 29 ans de cours légal en République démocratique du Congo. Au cours de cette période post-indépendance, le peuple congolais a utilisé cette monnaie par intermittence. Le Front congolais a-t-il toujours été stable, une monnaie forte sur la scène économico-financière? Le franc congolais, monnaie officielle de la République démocratique du Congo. Il a cours légal et jouit du pouvoir libératoire illimité sur l'ensemble du territoire national et à ce titre est accepté pour le règlement de toutes les transactions. En considérant l'histoire du franc de la RDC dès sa naissance en 1887 à 2020, il appert globalement que le franc congolais a 102 ans. Cependant, cette longévité n'a pas été linéaire, le franc ayant disparu à un moment donné du paysage économique congolais pour être remplacé pendant une trentaine d'années par le Zaïre monnaie. À la question de stabilité du franc congolais, il convient de souligner que le comportement du franc de la RDC est subdivisé selon deux périodes. La première, de 1960 à 1967, et la deuxième qui a vu le retour du franc congolais sur la scène économico-financier, cours de 1998 à ce jour. Au cours de la première période, la valeur externe du franc congolais est restée remarquablement stable tout au long de ces années. La monnaie nationale a affiché de taux de dépréciation pratiquement nuls par rapport au dollar américain. La deuxième période, de 1998 à ce jour, a connu 4 phases d'instabilité monétaire et 4 phases de stabilité. En 2020, le taux de dépréciation du franc congolais au terme de 6 premiers mois de l'année est remonté à 12,15%, période extrêmement instable. La crise économique liée à la pandémie de la Covid-19 ayant entraîné le financement monétaire des déficits de l'État sur la période de janvier à avril 2020, l'économie congolaise présente de faiblesses structurelles qui ne favorisent pas les efforts visant à stabiliser durablement la monnaie nationale. Il s'agit essentiellement de sa vulnérabilité externe, du fait de son caractère extraverti. Il convient également de mentionner la facture d'importation de biens de première nécessité, lesquels constituent une consommation incompréhensible. Quel parcours pour le différent chef d'État qu'a connu la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance jusqu'à nos jours. Sarah Katebe éclaire notre lanterne. Vive le roi, criait la foule des habitants de Léopoldville, courant derrière les cortèges de Baudouin.
Lors de sa dernière visite au Congo belge, Vive le roi reprenait l'immense masse humaine groupée sur les passages des véhicules officiels le long des artères de la capitale congolaise. Cependant, les observateurs locaux les plus sérieux sont formels sur ce point. Ce n'est pas le roi de Belge, souverain du Congo, que les Africains réclament, mais le roi Kassa, M. Kassavubu, l'homme fort de l'Abaco. Et malgré l'opposition de ses concurrents à la direction de l'Abaco qui dénonça les cultes des personnalités, la population de M. Kassavubu ne cesse de grandir. Premier de ses compatriotes à avoir réclamé l'indépendance de son pays, symbole du nationalisme congolais. C'est avec des atouts de poids qu'il aborde la compétition qu'il s'engagera le 1er juillet prochain autour du siège des premiers ministres du Congo, Joseph Mobutu. Quelques mois seulement après l'indépendance du pays en 1960, Joseph Mobutu était propulsé commandant en chef de l'armée congolaise. 5 années et quelques crises politiques plus tard, le colonel s'empare du pouvoir le 24 novembre 1960. Les conservera pendant plus de 30 ans. Déjà, en 1960, à peine 76 jours après l'indépendance du Congo, le 14 septembre 1960, Mobutu s'imposait comme l'homme fort du pays. Laurent Désiré Kabila, il est engagé à partir des années 1960 contre les régimes de Mobutu. Il parvient finalement à renverser en 1997, lors de la première guerre du Congo, une année après sa prise du pouvoir, il est confronté à la deuxième guerre du Congo. Il est surnommé Mzee, littéralement les sages en Swahili. Laurent Désiré a les titres des héros nationaux. À sa mort, son fils, Joseph Kabila, lui succède à quelques heures plus tard. Joseph Kabila, fils du président Laurent Désiré Kabila, il succède à celui-ci après son assassinat le 1er janvier 2001. Joseph Kabila est le plus jeune chef de l'État kino-congolais. En 2006, il est élu au second tour de l'élection présidentielle. En 2016, lorsqu'il ne peut se représenter pour le 3e mandat, il ajourna sans dire l'élection présidentielle qui devait avoir lieu, provoquant une crise politique. Félix Tshisekedi lui succède, établissant la première alternance pacifique dans l'histoire du pays. Fils de l'homme politique Étienne Tshisekedi, il est élu président de la RDC lors de l'élection présidentielle de 2018. Il s'agit de l'alternance politique pacifique depuis l'indépendance du pays. Et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déclaré au cours de son adresse à la nation que tout le Congolais devrait s'y mettre pour que règne la paix à l'est de notre pays. Je réitère mon appel à tous les autres groupes armés afin de déposer les armes et de choisir la voie de la paix, sous peine de s'exposer aux sanctions coercitives de l'armée et à des poursuites judiciaires. Je condamne fermement les massacres des populations par des miliciens en Ituri, au nord et au sud Kivu. Tout en exprimant ma compassion aux familles durement touchées par cette barbarie ignoble, je les assure que ceci ne restera pas impuni. Chers compatriotes, comme je m'y étais engagé, l'établissement d'un état de droit est en marche dans notre pays. À 60 ans, on sort des discours creux et répétitifs et on prêche la sagesse et la droiture par l'exemple. À 60 ans, on pense à l'héritage et aux valeurs à léguer aux générations futures. Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité. Très chers compatriotes, c'est pour vous, avec vous et dans votre intérêt que nous allons réussir le mandat que vous m'avez confié. Parlons encore et toujours du président de la République démocratique du Congo dans son adresse de ce lundi qui a refusé catégoriquement la loi initiée par Aubin Minakou et Gary Sakata. Cette décision suscite de réactions au sein de la classe politique du Lualaba. Suivez.
ce que nous n'avons pas peut-être été d'accord, c'est au niveau de la loi Minaku qu'il a refusé. Une proposition de loi, c'est l'initiative de tout député national. Un député est libre de faire des propositions. Si ça viole la Constitution, en tout cas, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle que la loi allait être refusée. Même alors, si elle était acceptée par la Cour constitutionnelle, le président de la République, la Constitution lui donne le pouvoir de renvoyer une loi à l'Assemblée nationale pour qu'elle soit encore en examen. Mais déjà automatiquement comme ça, refuser une proposition de loi, l'initiative d'un député, en tout cas, là je ne suis pas d'accord. Et l'état de droit que nous voulons dans ces pays, ce n'est pas de cette manière que nous allons le faire. Il y a déjà une crise au niveau de l'Assemblée nationale et il y a même une crise au niveau de la commission PAJ parce que à ce stade, tous les membres de l'opposition qui sont membres de la commission permanente PAJ se sont retirés des travaux. Or, lorsque un groupe de membres se retire, si le groupe est important dans cette prise de décision au niveau d'abord de la commission permanente, eh ben, il y a quelque chose qui doit interpeller tout le monde. Le bureau doit se saisir de ce problème pour essayer de l'étayer et d'en parler avec moins de passion. Et je crois que le peuple qui a réagi, c'est une minorité, c'est vrai. Mais est-ce que la latitude, si elle était donnée à tout le monde de réagir, ce serait cela? Je ne sais pas. Mais moi, je crois qu'à ce stade, les deux tendances sont dans une cohabitation, sont dans une coalition. Ça, moi, j'ai toujours dit que c'est une cohabitation et non une coalition. Et lorsque vous êtes dans une cohabitation, une coalition, vous devez vous concerter avant de sortir même de loi. C'est comme dans un groupe parlementaire ou à l'hémicycle. Si vous avez une majorité et qu'il y a des textes qui veulent être promulgués, vous devez vous consulter, vous concerter pour voir si c'est opportun ou si ce n'est pas opportun. Mais si aujourd'hui, on sent, juste à ce moment-là, qu'il y a de lois qui ont tendance de vouloir freiner cet élan, et il est tout à fait normal que le président, en tant que garant, en tant que magistrat suprême, puisse prendre une attitude responsable. Ce journal est terminé, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangou.info.